Ces derniers jours, Bitcoin est redevenu un des sujets à la mode. J'ai donc décidé de lire un livre à ce sujet et de le partager avec vous. Lorsque je faisais des recherches, l'un des livres les plus cités était Internet of Money, écrit par Andreas Antonopoulos. J'ai donc décidé de lire ce livre. Honnêtement, après avoir lu ce livre, je suis tout simplement tombée amoureuse des opportunités que cette technologie va apporter, en particulier dans le domaine de la finance. Je dois également admettre qu'Andreas est l'une des personnes les plus compétentes que j'ai rencontrées, pas seulement dans le domaine du Bitcoin, mais aussi en économie et en finance. Certains d'entre vous ont peut-être déjà investi dans Bitcoin ou ont entendu dire que son prix est très élevé un jour et très bas le lendemain. L'auteur dit que vous devriez ignorer le prix, ignorer Bitcoin en tant qu'argent et comprendre la technologie du Bitcoin. Si nous gâchons l'argent, nous n'aurons qu'à en construire un autre. L'auteur pense également que c'est une idée terrible de considérer Bitcoin comme un investissement en raison de sa nature hautement spéculative et volatile. Pour l'instant, le meilleur investissement que vous puissiez faire est de vous informer sur cette technologie parce qu'elle va changer le monde et quiconque le comprendra en tirera profit. Qu'est-ce que Bitcoin ? Beaucoup de gens pensent que Bitcoin est une monnaie numérique, mais c'est bien plus que ça. Dire que le Bitcoin est une monnaie numérique, c'est comme dire que le courrier électronique est Internet. L'argent n'est qu'une première application. Lorsque les gens appellent Bitcoin une monnaie numérique, ils passent à côté de l'essentiel. L'euro est une monnaie numérique. Le dollar est une monnaie numérique. Lorsque vous payez votre nourriture par carte, vous utilisez une monnaie numérique. Si nous utilisons déjà une monnaie numérique, alors quel est l'intérêt du Bitcoin et qu'est-ce qui le rend si spécial ? La différence fondamentale est que dans le système financier actuel, vos transactions sont contrôlées par des organisations centralisées, alors que dans le cas du Bitcoin, elles ne le sont pas. Bitcoin a un réseau décentralisé. Il n'appartient à personne et n'est contrôlé par personne. Dans Bitcoin, c'est du pair à pair. Mais dans le système actuel, c'est du pair à institution financière à pair. La numérisation a commencé comme un rêve du gouvernement afin qu'il puisse un jour contrôler toutes les transactions financières de chaque être humain sur la planète. Et ils y parviennent. Regardez autour de vous. L'argent liquide s'envole de la circulation. Les pays scandinaves fonctionnent presque sans argent liquide. Les enfants nés aujourd'hui ne sauront pas ce qu'est l'argent liquide. Imaginez un instant qu'il n'y ait pas d'argent liquide et que vous alliez au restaurant pour manger mais que votre banque ne vous le permette pas parce que vous avez dit quelque chose contre le système politique ou que vous vous êtes rendu à un événement politique inapproprié et que la banque a gelé votre compte. C'est un contrôle total. Et cela s'est déjà produit dans des pays comme la Grèce, l'Argentine et le Brésil. La numérisation est inévitable et si c'est le cas, n'est-il pas logique d'utiliser un système numérique sans contrôle ? Avec Bitcoin, vous n'avez pas besoin d'une banque parce que vous devenez votre propre banque. Personne ne contrôle votre argent à part vous, pas de frais élevés et vous pouvez transférer de l'argent en quelques minutes à travers le monde. Le seul problème est que nous n'en sommes qu'au tout début et que l'infrastructure n'est pas encore prête pour un usage de masse. Si vous voulez comprendre à quel stade nous en sommes avec Bitcoin, alors imaginez-vous comme une personne qui essaie de comprendre l'Internet dans les années 1990. Nous sommes exactement à ce stade avec le Bitcoin. Aujourd'hui, seul 1 milliard de personnes sur la planète ont accès aux services bancaires. Les 6,5 milliards restants n'ont pas de compte bancaire ou de lien avec une banque. Bitcoin vise à connecter ces 6,5 milliards au monde de la finance. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe lorsque vous connectez 6,5 milliards de personnes à une économie mondiale sans aucune barrière ? C'est vraiment révolutionnaire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes travaillent dans différents pays et envoient de l'argent chez elles pour subvenir aux besoins de leur famille. Les sociétés de transfert de fonds telles que Western Union facturent des frais élevés. Imaginez ce qui se passe lorsqu'un des immigrants découvre qu'il peut faire la même chose avec Bitcoin, non pas pour une commission de 30%, ni de 10%, ni de 5%, mais pour 5 centimes. Pas un pourcentage, un tarif fixe. Si vous envisagez de créer une entreprise dans un environnement international, l'un des principaux obstacles à la création d'une entreprise internationale est de recevoir des paiements. Internet nous a permis de créer des produits numériques et de les vendre dans le monde entier. Mais comment sommes-nous payés ? Bitcoin résout cette question. Il nous permet de recevoir des paiements de n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, nous avons des sociétés telles que Stripe qui perçoivent des frais pour pouvoir recevoir des paiements
mais avec Bitcoin, vous n'avez pas besoin d'une telle société. Tous les 30 ou 40 ans au moins, les choses qui se sont installées doivent être perturbées. Parce qu'en s'installant, le pouvoir s'accumule, il devient centralisé, et avec un pouvoir centralisé, la corruption se produit. Aujourd'hui, la géopolitique affecte sérieusement la finance car la combinaison de l'État et de l'argent produit des résultats toxiques et crée des prisons financières. En fin de compte, ce sont les simples citoyens qui souffrent dans ces prisons. L'architecture de Bitcoin nous donne une nouvelle façon d'organiser le monde, exactement de la même manière qu'Internet a aplati l'accès à la communication. De nos jours, vous pouvez voir beaucoup de nouvelles disant que Bitcoin est utilisé par des terroristes, des trafiquants de drogue, des pédophiles et des criminels. Si vous regardez l'histoire, vous verrez qu'au début des années 90, on disait la même chose d'Internet. La plupart des premières inventions et technologies sont d'abord utilisées par des criminels. Et la raison en est que les criminels opèrent dans un environnement très risqué et qu'ils sont prêts à essayer toutes les technologies possibles pour survivre. Pour eux, le risque d'essayer une nouvelle technologie n'est rien comparé à leurs activités criminelles. Et les industries qui n'aiment pas les nouvelles inventions utilisent ce fait pour effrayer les gens et les empêcher de les utiliser. Pensez-vous que tout le monde était heureux lorsque l'électricité a été inventée? Ils ont dit que c'était dangereux, que ça allait brûler votre maison. Ils ont dit que seules des personnes étranges l'utiliseraient. Quand la voiture a été inventée, ils ont dit que c'était une machine dégoûtante, sale et bruyante. Ils ont dit qu'elle était inférieure aux chevaux et qu'elle ne pourrait pas aller n'importe où, contrairement aux chevaux. Ils ont parlé de la façon dont les voitures tombaient en panne, de la façon dont elles tuaient leurs occupants. Maintenant, Bitcoin menace la plus grande industrie du monde, et c'est la finance. Bien sûr, ils vont s'y opposer. Ils vont utiliser les tactiques les plus courantes et les plus efficaces, comme la peur et les médias. Quand vous lancez une technologie révolutionnaire au milieu des organisations les plus puissantes de la planète, elles n'aiment pas ça. Ils vous diront que nous craignons que les criminels utilisent Bitcoin, mais la vérité est qu'ils sont bien plus terrifiés que nous de l'utiliser. Ils disent que Bitcoin n'est pas sûr. En matière de sécurité informatique, il existe un terme amusant appelé pot de miel, honeypot en anglais. Un pot de miel est un système conçu pour attirer les pirates informatiques. La plupart des sociétés informatiques, comme Google et Apple, utilisent cette tactique. Par exemple, lorsqu'elles construisent une nouvelle application, elles annoncent une grosse récompense pour quiconque peut la pirater. Quel plus grand pot de miel pourriez-vous avoir qu'un réseau financier qui a 6 milliards de dollars sur lui? Si vous piratez Bitcoin, vous recevrez une récompense de 6 milliards de dollars pour avoir trouvé un moyen de le pirater. Personne n'a encore collecté cette récompense et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé sans arrêt, mais Bitcoin est résistant. Au cours des 15 à 20 prochaines années, nous assisterons à un énorme changement dans les infrastructures financières. Mais pour l'instant, nous sommes au début de la route et beaucoup de gens sont sceptiques, ce qui est tout à fait naturel. D'abord, les humains ont commencé à faire du troc entre eux. Puis, ils ont utilisé des métaux précieux à la monnaie de papier, du papier aux cartes plastiques. Cette transition a été douloureuse à chaque fois. Pensez-vous que les gens ont peur de Bitcoin? Imaginez à quel point ils ont paniqué quand on leur a annoncé que maintenant, au lieu de faire du commerce d'or, ils feraient du commerce de morceaux de papier. Bitcoin est un changement encore plus radical que cela. Dans notre système financier actuel, la relation entre la banque et son client est très similaire à la relation maître-esclave. Et voici la question la plus inconfortable que vous devez vous poser. Qui est l'esclave? Parce que dans un système de dette, l'une des deux parties est toujours l'esclave. Le maître ne vous sert pas vraiment, ils se servent eux-mêmes parce qu'ils sont maîtres. C'est l'architecture de l'argent dans laquelle nous vivons. C'est l'architecture de l'argent que nous utilisons dans notre civilisation. Une architecture de l'argent dans laquelle vous n'avez aucun contrôle. Une architecture de l'argent dans laquelle chaque interaction est médiée par une tierce partie qui a un contrôle absolu sur cet argent. Aujourd'hui, si vous allez à un distributeur automatique et que vous y introduisez votre carte, la banque peut vous donner votre argent. Mais un autre jour, elle peut décider de ne pas vous le donner. Comme l'ont découvert les habitants de Chypre, de Grèce, de Venezuela, d'Argentine, de Bolivie et du Brésil. Un jour, vous allez à la banque et la banque ne veut pas vous donner l'argent, parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. C'est l'essence même d'une relation maître-esclave. Bitcoin est fondamentalement différent parce que dans Bitcoin, vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien. Ce n'est pas un système basé sur la dette, c'est un système basé sur la propriété absolue. En ce moment, vous pourriez penser que je déteste les banquiers et les personnes qui travaillent dans les banques. Ce n'est pas vrai. J'ai travaillé avec beaucoup de banquiers. Ce sont des gens bien,
Ils essaient de nourrir leur famille, de payer leur hypothèque, de garder un emploi stable. Cela n'a rien à voir avec le fait que les gens soient mauvais. Cela a à voir avec le fait que ces institutions, par leur forme, par leur architecture, produisent des résultats qui ne sont pas bons. Elles produisent des résultats qui ne sont pas égalitaires. Elles produisent des résultats qui sont restrictifs. Elles commencent à exprimer le nativisme, le nationalisme, le tribalisme, la structure des classes, et toutes ces choses font du monde un endroit plus petit. Si vous regardez ce qu'est réellement l'argent, vous verrez que l'argent n'est qu'une forme de communication. C'est juste une langue. L'argent lui-même n'a aucune valeur. La vraie valeur est votre temps et votre travail. L'argent n'est qu'un langage que vous utilisez pour traduire vos vraies valeurs dans un langage commun. Si l'argent est un langage, ne serait-il pas préférable d'utiliser un langage qui n'est contrôlé par personne ? Ne serait-il pas préférable d'utiliser une langue qui n'est pas limitée par les frontières, la religion, la race et les politiciens ?